Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un cours sur le désir chez Kierkegaard. Alors, tout d'abord, il va me falloir vous présenter les grands axes de la philosophie de Kierkegaard, ses priorités, ses intérêts et ce que Kierkegaard a voulu faire dans l'histoire de la philosophie. Ce sera l'objet de la première et la deuxième partie de cette présentation. Puis progressivement, mon propos va se centrer sur la question du désir. Cette question du désir, elle est au cœur de ce que Kierkegaard appelle, vous le verrez, le stade esthétique, et ça sera l'objet des deux parties suivantes. Alors tout d'abord, quelques éléments introductifs. Donc Kierkegaard est un philosophe danois qui naît à Copenhague en 1813 et meurt en 1855. C'est un philosophe protestant et sa philosophie, pour être bien comprise, doit être replacée dans le contexte de l'hegelianisme. Kierkegaard est un grand lecteur et un grand critique d'Hegel et doit être aussi comprise comme une préparation de ce qu'on appellera plus tard l'existentialisme. Donc j'aimerais, dans cette introduction, me centrer sur ces deux premiers points. Kierkegaard est un grand lecteur du philosophe Hegel. Et ce qu'il critique dans la philosophie de Hegel, c'est le fait qu'Hegel ait laissé de côté l'existence concrète. Hegel, en effet, ce grand philosophe allemand, a toujours prétendu dépasser le point de vue de l'individu, de l'individualité, point de vue qu'il juge immédiat, incomplet, pour celui plus systématique de la raison ou de l'histoire universelle. Bien sûr, il existe pour Hegel quelques rares individus qui soient des incarnations de la raison. C'est le cas par exemple de Napoléon, qu'Hegel dit avoir rencontré, aperçu un soir à Iéna le 13 octobre 1806. Hegel dit avoir vu en Napoléon l'âme du monde à cheval. Mais ce cas est presque unique. Ce cas de figure où l'individuel et l'universel se rejoignent est une exception. Parce que pour Hegel, l'individu et son existence concrète sont presque toujours insignifiants à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de ce qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas l'histoire contingente et chaotique des événements, mais l'histoire du développement de la raison dans le monde. Et vous le savez, cette histoire est marquée par les progrès de la liberté. Et donc dans cette histoire, Napoléon est un moment indispensable. Kierkegaard, au contraire, va faire de l'existence concrète le point de départ de sa philosophie. En effet, exister, ce n'est pas simplement être, c'est avoir à être. Ça, c'est une définition bien connue depuis la classe de terminale. Cela signifie que l'existence est une tâche. Et pour nous, un travail, un problème qui nous est posé. L'être nous est transmis et se perpétue en nous, quelque part, sans notre secours. Au contraire, l'existence nous est confiée. Et l'existence n'est pas un simple trajet comme la vie peut l'être, de la naissance à la mort. Le fait décisif de l'existence, c'est d'avoir à individuer notre être à partir des possibilités que nous choisissons. La tâche centrale de l'existence, c'est d'avoir à donner forme, à donner une forme singulière à notre acte d'exister. C'est d'avoir finalement à devenir nous-mêmes. Non pas un exemplaire parmi d'autres de l'espèce, comme cela est le cas de l'être dans la vie, non pas le porte-drapeau de l'universel dans l'histoire, comme c'est le cas chez Hegel, mais devenir soi en tant que sujet singulier. Car pour ce philosophe, poser la question de l'existence, c'est d'abord interroger la manière
intime dont je vais assumer singulièrement la vie qui m'est donnée, la manière dont je vais me constituer en sujet unique pour devenir celui que je suis. Et c'est l'inquiétude principale de la philosophie de Kierkegaard. On pourrait résumer ainsi, comment le sujet singulier se constitue-t-il? Je cite Kierkegaard dans son traité du désespoir. Oser devenir entièrement soi-même un homme singulier, cet homme singulier déterminé, seul en face de Dieu, seul dans cet immense effort et dans cette immense responsabilité, voilà notre tâche. Donc ce philosophe me semble intéressant parce qu'il va placer la question du désir sous cet horizon-là, l'horizon du devenir soi-même, et d'un devenir soi-même qui n'est pas simplement, comme chez Paul Ricoeur, un devenir unifié. Vous savez qu'on a déjà rencontré cette question de devenir soi. Non pas seulement la question d'un devenir libre, mais d'un devenir singulier. Aussi, cette préoccupation du devenir soi va affecter la manière dont il conçoit la vérité. En effet, cela suppose un rapport subjectif à la vérité. La vérité, toute vérité, pour Kierkegaard, doit avoir une signification pour l'existence individuelle, c'est-à-dire valoir pour moi, pour la conduite de ma vie. Ça ne veut pas dire que la vérité est relative, mais cela signifie que la vérité doit nous importer singulièrement. Je cite encore une fois Kierkegaard. Il s'agit de trouver une vérité qui soit une pour moi, de trouver l'idée pour laquelle je veux vivre et mourir. Et quel profit aurais-je d'en dénicher une soi-disant objective, de me bourrer à fond des systèmes des philosophes, et de pouvoir au besoin les passer en revue, d'en pouvoir montrer les inconséquences dans chaque problème. C'est d'une vérité subjective que mon âme a soif. Comme les déserts de l'Afrique aspirent après l'eau. C'est là ce qui me manque pour mener une vie pleinement humaine et pas simplement bornée au connaître, afin d'en arriver par là à baser ma pensée sur quelque chose, non pas d'objectif, comme on dit, et qui n'est en tout cas pas moi, mais qui tienne aux plus profondes racines de ma vie, par quoi je sois comme greffé sur le divin et qui s'y attache, même si le monde croulait. C'est bien cela qui me manque, et à quoi j'aspire. Point, fin de citation. Voilà ce que Kierkegaard écrit dans ses journaux et cahiers de notes. Donc, vous voyez, trouver une vérité subjective, une vérité sur laquelle je puisse finalement fonder ma vie, c'est ce qui importe pour Kierkegaard. La vérité ne doit pas être un objet extérieur à l'individu. Et la spéculation a quelque chose de grotesque, de ridicule, quand elle n'implique pas la vie du penseur. Et il s'en prend avec violence à celui qu'il nomme le penseur abstrait, et il faut bien voir là derrière la figure de Hegel, penseur abstrait qui construit un palais d'idées magnifiques, mais qui habite une chaumière. Ce sont ses propres termes. Donc, Kierkegaard va de toutes ses forces refuser lui-même de philosopher d'un point de vue abstrait, d'un point de vue logique et idéal, et cela sera perceptible dans sa manière d'écrire, puisque la forme de ses essais est très originale et en réalité très déroutante et difficile à appréhender. Très souvent, Kierkegaard ne parle pas à la première personne, mais invente des pseudonymes, des personnages qui parlent de leur vie. C'est pas une manière de se dérober, de se cacher, mais c'est une manière de produire des postures d'existence et de rompre avec un discours philosophique qui parle de nulle part et de partout à la fois. Ce que cherche à faire Kierkegaard, c'est à susciter des auteurs fictifs, des éditeurs parfois, vous allez le voir dans Ou bien, c'est-à-dire à mettre en scène des personnages, des voix singulières, des existences, puisque toute vérité se doit d'être incarnée. Donc la tâche de l'existence pour Kierkegaard est de devenir soi.
Et cette subjectivité singulière, elle se conquiert, montre Kierkegaard dans ses œuvres, dans une histoire marquée par des étapes, par des grands moments qui correspondent aux grandes crises et tensions que l'existence rencontre. Ces grands moments de crise, de tension, de paradoxe dans l'existence, Kierkegaard les baptise des stades de l'existence, ou encore des étapes sur le chemin de la vie. En effet, toute existence prend, parfois de manière simultanée et non chronologique, diverses figures qui correspondent donc aux problèmes qu'elle a à affronter. Et certes, nous avons des existences multiples, chacun singulières, mais à travers la multiplicité de ces possibles se dessinent des grandes configurations qui permettent d'identifier certains choix d'existence récurrents. Alors bien sûr, vous qui avez fait un peu de philosophie, vous savez que Kierkegaard n'est absolument pas le premier à avoir eu cette idée. Cette idée est déjà présente chez Hegel. On voit que la conscience, dans la phénoménologie de l'esprit, eh bien, se développe, se conquiert à travers différentes étapes, différents moments, le moment de l'en-soi, du pour-soi, du chez-soi. Ça vous rappelle peut-être aussi la philosophie de Nietzsche, qui montre que toute existence peut prendre le style du chameau, du lion, de l'enfant, etc. La singularité de Kierkegaard, c'est de montrer que ce devenir qui affecte toute existence n'est pas, comme chez Hegel, un devenir logique. Chez Hegel, ce devenir, c'est pas une histoire contingente et singulière. C'est pas une aventure qui ne vous concerne que vous, individu singulier. Cette histoire, c'est le développement logique et nécessaire de l'esprit. Et Hegel n'est absolument pas le penseur du devenir singulier, ce que vise précisément Kierkegaard. Et toujours chez lui, la vie subjective de l'esprit tend à disparaître dans le grand tout de l'histoire ou dans le grand tout du système qui se déploie et dont nous ne sommes que des exemplaires. D'autre part, pour Kierkegaard, le passage d'un stade à l'autre n'a rien de nécessaire. Ni de logique. C'est une succession véritablement historique, marquée par une certaine forme de contingence, par des événements, des choix qui pourraient tout à fait ne pas avoir lieu, contrairement, vous voyez, au devenir nécessaire des figures de la conscience chez Hegel. D'autre part, deuxième idée, pour bien singulariser la proposition, la philosophie de Kierkegaard, le devenir soi que vise Kierkegaard n'est pas une évolution, telle qu'on peut l'observer, par exemple, dans la nature ou parfois dans nos existences. En effet, toute évolution est portée par des forces naturelles, sociales ou encore psychologiques. Ces forces font pression et nous déterminent. Elles semblent tracer inlassablement dans nos existences ou dans la nature un sillon. Et toute évolution est continue. C'est par exemple la grande idée de Darwin. Il n'y a pas de saut dans la nature. Or, précisément, Kierkegaard soutient l'inverse. Toute existence singulière suppose des sauts, des moments de rupture. On ne passe pas d'un stade à l'autre, d'un moment à l'autre de l'existence, de manière continue, insensiblement, poussé par les lois de l'entropie, mais, et c'est ça le cœur de sa philosophie, par une décision subjective. Un choix qui introduit dans l'existence une forme de discontinuité et de rupture. Le saut, donc c'est un concept important pour Kierkegaard, le saut est bien un acte de la volonté qui permet de sortir d'un stade, de résoudre les contradictions rencontrées, de sortir de l'impasse que constitue le stade esthétique, par exemple. Et donc ce que Kierkegaard veut montrer, c'est que l'existence n'est pas un long fleuve tranquille, que les changements dans nos vies
ne sont pas seulement des changements quantitatifs. Je gagne mieux ma vie, j'ai un travail plus intéressant, notre couple va mieux, etc. Mais les changements sont en réalité d'ordre qualitatif. Et ces changements-là, seul le sujet peut les introduire. Et pourquoi y a-t-il ce type-là de changement? Pourquoi y a-t-il dans l'existence des sauts et des crises? Eh bien parce que parfois, les grandes exigences de l'existence se nient réciproquement. L'âme et le corps, l'éternel et le temporel, le possible et le réel, et entrent en crise. Et cette crise, elle trouve un écho affectif dans le sujet à travers la mélancolie. Et donc dans ces moments de mélancolie, de désespoir, mon esprit réclame une forme de vie supérieure. Et dans cette inquiétude, l'existence va rebondir et chercher une nouvelle forme, va rebondir ou pas, parce que je peux très bien ne pas prendre cette décision. Et le saut, c'est ça qui est intéressant, ne fera jamais totalement table rase du passé, mais reprendra, assumera ce qui se déployait et était en germe dans le stade antérieur. Mais, par cette décision subjective, il transformera de fond en comble mon existence. Alors Kierkegaard dénombre 3 stades ou 3 figures possibles de l'existence. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Et à travers chacun de ces stades, l'exigence est toujours la même, devenir soi. Je cite Kierkegaard, « La personnalité, même la plus riche, n'est rien avant de s'être choisie, tandis que celle que l'on pourrait dire la plus pauvre est tout quand elle s'est choisie. Car la grandeur humaine ne consiste pas à être ceci ou cela, mais soi-même. Et tout homme le peut quand il le veut. » Alors, dans la perspective de notre cours sur le désir, je m'attarderai principalement sur les 2 premiers stades, le stade esthétique et le stade éthique. C'est dans son grand texte Ou bien, sous-titré L'alternative, que Kierkegaard développe ces 2 stades. Je reviendrai sur le sens de ce titre un petit peu plus loin. Alors, le dispositif d'écriture de ce texte est extrêmement complexe. Kierkegaard ne se présente pas comme l'auteur de ce texte, mais il met en scène un éditeur imaginaire, Victor Eremita, qui dit avoir découvert dans un vieux secrétaire des liasses de papier rédigées par 2 auteurs différents, baptisés A et B. Dans la première partie de Ou bien, ou encore de l'alternative, donc Victor Eremita, cet éditeur, donne la parole à l'auteur A. Et ça constitue la première partie de cette première partie. Et ensuite se trouve un texte intitulé Le journal du séducteur, qui met en scène un certain Johannes. Johannes est un libertin, dandy, sans foi ni loi, qui correspond avec une femme qu'il séduit et qui s'appelle Cordelia. Et Johannes, dans ce journal du séducteur, retranscrit cette correspondance. Donc ça, c'est la première partie de Ou bien. Dans la deuxième partie d'Ou bien, Victor Eremita donne la parole à l'auteur B, dont on connaît l'identité, qui est le juge Wilhelm, lequel s'adresse à l'auteur A de la première partie. Si je résume rapidement ces 2 parties. Dans la première partie, il s'agit en réalité de ce que Kierkegaard appelle le stade esthétique de l'existence, incarné par cet auteur A, enfin défendu par cet auteur A, et incarné par le protagoniste du journal du séducteur. Dans la deuxième partie, qui laisse la parole au juge Wilhelm,
Kierkegaard va défendre les arguments du stade éthique, c'est-à-dire de l'existence non pas placée sous le signe du plaisir et du désir, mais sous le signe de la responsabilité et du devoir. Et dans ce stade-là, la forme, l'expression supérieure du désir se trouvera dans le mariage, lequel mariage est défendu par le juge Willem à destination de l'auteur A. Donc finalement, cette œuvre expose deux genres, deux modes de vie concurrents, le stade esthétique et le stade éthique. Et évidemment, elle dessine une supériorité, la supériorité du stade éthique sur le stade esthétique. Ce qui me semble intéressant dans cette œuvre, c'est que on va voir que le désir joue un rôle fondamental dans chacun de ces stades, parce que l'existence commence par le désir, commence par cette force brute qui habite totalement le stade esthétique. Et c'est une force au départ infrasubjective et infrarationnelle, anonyme, qui nous traverse et dont le sujet devra faire quelque chose. Et donc la difficulté énoncée plus haut dans mon introduction se répétera pour le désir. Comment devenir soi, individu singulier, au sein de cette force sauvage et impersonnelle? Cette force nous appartient-elle, nous exprime-t-elle réellement? Mes désirs disent-ils nécessairement qui je suis? Voilà autant de questions que Kierkegaard va nous permettre de traiter et auxquelles il va nous permettre de répondre. Donc dans la suite de ce cours, je vais me consacrer au stade esthétique et ensuite au stade éthique. Donc l'esthétique, vous le savez depuis vos cours de philosophie de l'art de terminale, vient du grec aesthésis qui signifie sensation. Et en philosophie, traditionnellement, depuis Emmanuel Kant, mais même avant, l'esthétique désigne la science du goût, la science du beau. Kierkegaard va renouveler le sens de cette notion en faisant véritablement une catégorie de l'existence. Le stade esthétique désigne l'existence placée sous le signe de la pure sensualité et de la jouissance immédiate. L'esthéticien n'est pas d'abord un artiste, c'est un individu chez qui la sensibilité est reine, qui vit au rythme de ses désirs, de ses plaisirs, et qui fait de ses sentiments et de ses passions, aussi fugaces soient-ils, un absolu. Donc l'esthète est pur désir qui consomme tout, qui détruit et se répète à l'infini. Et donc, commencer par le stade esthétique, faire débuter l'existence par le stade esthétique, c'est pour Kierkegaard montrer que Eros règne dans la forme la plus spontanée et la plus naturelle de notre existence. Parce que ce qui impose cette souveraineté d'Eros, c'est en nous la chair. Et Kierkegaard va illustrer, va incarner ce pur désir à partir des opéras de Mozart. Pour lui, c'est la musique avant tout qui peut dire le désir. Et il va trouver les grandes figures du stade esthétique dans les différents opéras de Mozart. Je retiens deux figures, celle de Chérubin dans les Noces de Figaro et bien sûr celle de Don Giovanni dans le Don Giovanni de Mozart. Chérubin, en effet, c'est le page des Noces de Figaro. Pour Kierkegaard, il représente le niveau le plus élémentaire du désir. Pourquoi? Parce que Chérubin, qui est tantôt déguisé en femme, apparaît tantôt en garçon, aime toutes les femmes de manière indifférenciée, même si son désir va petit à petit se centrer sur la comtesse. C'est encore un enfant, et vous voyez, ces déguisements successifs en font un être androgyne, asexué. Et chez lui, tout se passe comme si le désir était encore indéterminé et s'offrait dans sa plus grande immédiateté. D'ailleurs, il est séduit par tout.
et il est systématiquement écrasé par la plénitude de ce qu'il est offert, de ce qui lui est offert. C'est vraiment le personnage chérubin qui manifeste l'absence de réflexivité. Je lis page 77-78 ce qu'écrit Kierkegaard. Voilà, pour le page de la pièce, il est essentiel qu'il soit amoureux de la comtesse, mais secondaire qu'il s'éprenne ensuite de Marceline. La chose dénote simplement, de façon indirecte et paradoxale, la vivacité de sa passion pour la comtesse, mais pour le page mythique, il est essentiel qu'il soit au même degré épris des deux femmes, puisqu'il cherche la féminité commune à l'une et à l'autre. Alors, il compare deux versions des noces de Figaro. Je ne vous ai pas lu le bon extrait, je me suis trompée. On trouvera d'une grande importance que le rôle du page, en harmonie avec cette analyse du premier stade, soit musicalement conçu de manière à convenir à une voix de femme. La contradiction propre à ce stade est en quelque sorte signifiée par cette opposition d'une libido si vague et d'un objet si peu différencié que celui-ci repose d'une façon androgyne dans celle-là, comme dans la vie d'une plante, les éléments mâles et femelles sont réunis dans une même fleur. Il en va de même chez Don Giovanni, qui aime inscrire sur sa liste n'importe quelle femme, même les coquettes de plus de 60 ans, dit-il. Il aime toutes les femmes, et d'ailleurs son valet, Leporello, essaye tant bien que mal de tenir la liste, le catalogue de ces femmes. La différence entre Chérubin et Don Juan, c'est que le premier se contente de rêver, de chercher, alors que le second exerce réellement son attirance. Il est habité par l'appétit de la consommation, de la conquête réelle, et va investir frénétiquement cette existence, comprise comme un objet de consommation. Mais si on rapproche les deux figures, on peut retenir que tous deux cherchent à s'enivrer de toutes les possibilités de l'existence. Et Don Giovanni passe d'une femme à l'autre et suit les 1000 inflexions du désir de manière immédiate. Kierkegaard relève que le nombre des femmes qu'il a séduites reste impair, ce qui laisse symboliquement entendre que la liste n'est pas achevée, qu'elle est indéfinie. Et pour Kierkegaard, seule la musique donc pouvait exprimer cet état du désir. Et Kierkegaard a des mots très durs envers le Don Juan de Molière. Il considère que le Don Giovanni de Mozart est bien supérieur. Pourquoi ? Parce que Molière fait de Don Juan un être de parole, de réplique, un raisonneur. Il fait entrer Don Juan dans ce qu'il nomme la catégorie de l'intéressant. C'est un théoricien, Don Juan. D'ailleurs, il porte Don Juan au théâtre. Et le faire parler, cela n'a pas de sens parce que l'esprit s'arrête sur ce que dit la voix et non pas sur la voix elle-même. On n'entend plus la voix, mais précisément ce qu'elle dit. Or, Don Giovanni ne dit rien. Et pourquoi c'est un non-sens de faire de Don Juan un être de parole ? Parce que la parole suppose une forme de consistance, de durée, de réflexivité. La parole a toujours un temps de retard sur l'expérience. Elle est là pour dire ce qui est et qui donc était. Et, je cite Kierkegaard, la parole et la réplique ne lui appartiennent pas. Parce que Don Giovanni, donc je les distinguerai comme ça, hein, Don Juan c'est Molière, Don Giovanni c'est Mozart, parce que Don Giovanni est dans le mouvement immédiat et incessant du désir. Et seul le chant pouvait, pour Kierkegaard, coller à cette immédiateté. Seule la musique qui est totalement temporelle, eh bien, peut ressaisir ce désir pur. Kierkegaard va nous montrer dans cette première partie de Ou bien, après avoir présenté les grandes constantes du stade esthétique, en quoi ce stade esthétique a besoin d'être
dépassé? Pourquoi il conduit naturellement le sujet à un état de mélancolie? En réalité, ce stade est une pure et simple tromperie pour le sujet. En effet, dans ce stade-là, on peut s'enivrer, on peut croire être quelqu'un d'exceptionnel, un personnage extraordinaire. On sait que Don Giovanni se compare, Don Juan se compare chez Molière à Alexandre. Parce qu'en effet, ce stade exalte le moi, exalte l'ego. C'est le stade du pur égotisme, puisque rien d'autre que notre sensibilité, que nous-mêmes, ne compte. L'esthète ne vit pas devant les autres, ne vit pas devant quelqu'un, il vit devant ses propres sentiments et ses propres ressentis. Il est fasciné par lui-même, hein, tel Narcisse qui s'abîme dans sa propre contemplation. Donc c'est vraiment, à première vue, le stade de l'ego, où l'ego finalement forme un absolu. Mais c'est ça le paradoxe, c'est qu'au moment même où l'ego semble être exalté, il n'est rien. Et la mystification de ce stade, c'est de nous faire croire qu'on est un individu singulier, extraordinaire, alors qu'on n'est précisément rien de réel. Malgré son caractère brillant et séduisant, cette subjectivité esthétique est sans consistance et n'a aucun poids. Et donc j'aimerais relever les grandes contradictions, les grandes limites de ce stade esthétique. La première limite, c'est que ce stade esthétique est le stade du pur possible. Alors qu'est-ce que j'entends par le stade du pur possible? Eh bien, premièrement, l'idée que l'esthéticien s'enivre dans son désir, par son désir, de pures idéalités. On pourrait croire que Don Giovanni, Chérubin, ou encore le Cyrénaïque, Calliclès, vous voyez, vous pouvez mettre un peu tout le monde dans cette catégorie-là, on pourrait en croire que ce sont des êtres sensibles en prise avec justement la chair. Il n'en est rien. En réalité, ces êtres se déplacent, se repaissent d'abstraction. Par exemple, les femmes que Don Giovanni séduit ne sont jamais considérées dans leur singularité, mais comme un exemplaire de la gente féminine. Ce qui est visé à travers elle, ce qui est aimé à travers elle, ce n'est jamais cette femme, mais toujours la femme. Et c'est pour cela que les goûts de Don Juan sont multiples et contradictoires. Il aime toutes les femmes, il aime tout de la femme, parce qu'au fond, il aime l'idée de la femme. Et ces femmes sont pour lui des exemplaires d'une abstraction, et il croit étreindre la réalité à travers cette abstraction. Mais en réalité, en consommant ces femmes, il ne les voit pas. Il oublie même leur nom. Il séduit parfois 2 fois la même femme sans s'en rendre compte. Il les idéalise, et j'aimerais lire la page 96. En toute femme, il recherche toute la féminité. Et c'est en cela que réside la vertu d'idéalisation sensuelle qui permet à la fois d'embellir et de vaincre sa proie. Le reflet de cette passion gigantesque rehausse et amplifie l'éclat de l'objet dont la beauté flamboie à sa lueur. Comme le feu qui anime l'exalté part de son éclat séduisant, même les indifférents qui l'approchent, de même Don Juan transfigure toute jeune fille, mais en un sens beaucoup plus profond, puisqu'il soutient avec elle un rapport essentiel. C'est pourquoi, pour lui, s'effacent toutes les différences d'ordre fini devant le principal, la féminité. Il rajeunit les vieilles en les ramenant au bel épanouissement de leur vie. Il mûrit les enfants presque en un clin d'œil. Tout ce qui est femme est sa proie. Cependant, il ne faut nullement l'entendre comme si sa sensualité était aveugle. D'instinct, il sait fort bien distinguer. Mais sa sensualité idéalise. Voilà, l'idée que la sensualité idéalise, ça me paraît très intéressant. Et c'est intéressant de relever avec l'arrière-fond platonicien ce paradoxe d'une sensualité abstraite qui spontanément, vous voyez, sans le détour de l'initiation tel que nous l'a montré Diotime, va chercher dans toutes les femmes
l'idée de la femme et consommer les femmes à travers le prisme de la féminité en général. Donc voilà ce que ça signifie que le stade esthétique soit le stade du pur possible. En fait, c'est le stade de l'idéalité. On n'étreint pas le réel, on ne le rencontre pas, parce qu'on ne rencontre pas la singularité du réel. D'autre part, c'est le stade du pur possible, parce que le désir s'emballe et s'alimente de la multiplication des possibles. Le propre du désir, c'est qu'il court d'objet en objet et veut tout saisir. Il veut le tout, voyez, le tout additif, contrairement à ce que nous a dit avant qu'on se quitte Renaud Barbaras. On veut tout et être tout à la fois, c'est-à-dire rien du tout. Et c'est là la contradiction. En réalité, exister, c'est précisément choisir. C'est être ceci ou cela. Ceci ou bien cela. Ou bien ceci ou bien cela pour faire référence au titre. Entrer dans la réalité, cela suppose de sacrifier des possibles. Mais précisément, ce choix est vécu comme une catastrophe par l'esthéticien, parce qu'il a l'impression de perdre quelque chose de cette vie multiple, poétique, ondoyante, en prenant parti pour quelque chose de fini. Mais effectivement, choisir, c'est réduire ce spectre des possibles et réduire l'horizon de cette vie poétique. Et donc Don Juan ne choisit jamais, et c'est pour cela qu'il n'entre jamais dans l'existence. Il reste au seuil justement de la réalité. Et c'est pour cela que sa subjectivité gardera quelque chose d'irréel et d'inconsistant. Et il faut être fort, c'est ce que nous montrera le juge Willem au stade éthique, pour abandonner la poésie et la fiction et entrer dans la réalité. Cette irréalité du désir, elle est perceptible aussi dans le stade esthétique à travers le personnage de Johannes dans le journal du séducteur. À travers cette figure du séducteur. Et là, Kierkegaard est un fin analyste de la séduction. Alors Johannes, c'est une sorte de Don Giovanni, mais qui serait un peu revenu de tout, hein, un peu blasé, qui a tout vu, et qui, de manière un peu obsessionnelle, va fixer son désir sur une unique femme, Cordelia, qu'il va s'employer à séduire. Mais précisément, ce qui intéresse Johannes, qui ne va pas plus que Don Giovanni avoir affaire à la réalité, ce qui intéresse le séducteur, ce n'est pas la femme qu'il séduit, mais la stratégie de séduction. C'est l'histoire qu'il se raconte, la mise en scène qu'il propose. Et le séducteur, c'est quelqu'un qui vit le désir vraiment en esthète, en poète, se préoccupant de l'art, des poses, des histoires qu'il se raconte, plus que de la réalité finalement de la jouissance. C'est finalement un piètre jouisseur. Enfin, tous sont des piètres jouisseurs parce qu'ils n'entrent pas dans la réalité pour Kierkegaard. Ce qui intéresse Johannes le séducteur, ce n'est pas le réel, mais ce qu'on peut penser du réel, ce qu'on peut dire du réel. Alors ça, c'est un trait très classique du désir qu'on a retrouvé tout au long de l'année. Hein. Le désir, par définition, préfère le possible, le virtuel au réel. Et il vit justement de clichés, il vit de poses. Ah, ça serait bien d'aller là, de faire ça, d'être ceci, d'être cela. C'est malheureusement très souvent ainsi que nous vivons l'amour. Hein. Nous vivons l'amour à travers les discours, les films, les séries, les poèmes, les publicités qui nous ont appris le langage de l'amour. D'ailleurs, à quoi est-ce que je reconnais que je suis amoureux ? Je reconnais que je suis amoureux à travers justement les histoires d'amour qui m'ont environnée. Et quand je tombe amoureux, je m'identifie à des personnages, je m'inscris dans un récit qui me précède et que je continue. Je vis souvent une vie d'emprunt. On peut prendre l'exemple qu'on a déjà pris récemment de Phèdre, de la Phèdre de Racine, hein, qui, dans ses vers célèbres, nous montre bien le glissement. Hein. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue, mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Vous voyez, premier constat de l'amour
c'est un constat clinique. Il se passe quelque chose dans mon corps. Vers suivant, je reconnus Vénus et ses feux redoutables. Deuxième constat, c'est Vénus. On inscrit ce que l'on vit dans une histoire mythique. C'est la vengeance de Vénus. On continue une histoire existante ou supposée. Et finalement, notre histoire d'amour, notre manière de vivre le désir, est la répétition d'un mythe, d'un scénario archétypique. Et dans le désir, on est finalement dominé non pas par une réalité qu'on étreint, mais par un récit qui prend le pouvoir sur notre vie, et on s'entoure progressivement d'abstractions et d'images. Donc Johannes le séducteur, Phèdre, mais encore Tristan et Iseux, souvenez-vous, ce que nous avait montré Denis de Rougemont. Finalement, Tristan n'aime pas Iseux, il aime le fait même d'aimer, et il pourrait aimer n'importe qui. C'était, souvenez-vous, le sens de la phrase de la maxime de La Rochefoucauld, finalement, combien serait tombé amoureux s'il n'avait jamais entendu parler de l'amour. Bon, la citation n'est pas exacte, mais vous l'avez dans votre exemplier. D'autre part, ce qui donne au séducteur quelque chose de purement virtuel, c'est qu'il désire de manière totalement spéculaire et réflexive. Il n'aime pas quelqu'un, mais il aime se regarder, désirer et séduire. Il aime l'image de lui en train de séduire, ou encore l'image de lui qu'il projette sur l'autre. D'ailleurs, Kierkegaard lui fait tenir un journal dans lequel il commente ce qu'il fait. Ah, comme je suis intéressant, se répète-t-il. Donc, le séducteur, vous voyez, la séduction, c'est toujours un désir qui n'est pas immédiat comme le désir de Chérubin ou même de Don Giovanni, qui suppose beaucoup de réflexivité. Et le séducteur considère tout à partir de la lentille de sa subjectivité, passe son temps à s'observer, à se considérer lui-même enfermé dans sa propre subjectivité. Et donc, l'autre réel, a pour lui quelque chose de fantomatique. Alors attention, Don Giovanni, lui, n'est pas un séducteur pour Kierkegaard. En tout cas, Mozart, contrairement à Molière, ne le présente pas comme un séducteur. Pourquoi ? Parce que Don Giovanni manque de distance par rapport à lui-même et même par rapport au monde. Il ne se regarde pas, il regarde autour de lui et dévore le monde des yeux jusqu'à même violer ses proies. Et c'est là toute la différence avec le Don Juan de Molière, qui est donc un théoricien qui s'oppose au monde, aux conventions qu'il justement dénonce. C'est un séducteur élégant, le Don Juan de Molière. Le Don Giovanni de Mozart, c'est pas un séducteur élégant, c'est un violeur. C'est comme ça que s'ouvre l'opéra, qui ignore tout des théories et de la science de l'amour que croit par exemple posséder Johannes le séducteur. Voilà. Et donc le stade esthétique pour Kierkegaard est lui-même évolutif. Il évolue selon cet arc, voyez, de la pure sensualité, de l'hypersensualité, si vous voulez, incarnée par Chérubin, ensuite Don Juan, à l'hyper-intellectualité, incarnée par Johannes. Mais on voit bien en fait que Johannes dit la vérité de ce stade esthétique, qui est finalement un stade marqué par une grande idéalité. Voilà. Et dans tous ces cas, de Chérubin à Johannes, le désir n'étreint pas le monde, il ne s'engage pas dans le réel. Au contraire, il désontologise le monde, si je peux utiliser ce barbarisme, qui devient un simple champ de possibles, un ensemble d'occasions dans lesquelles le sujet ne s'investit pas. Tous ces êtres sont dans le réel sans y être vraiment. Ils brassent du possible, ils s'enivrent de possible, ils irréalisent les autres qu'ils réduisent au stade d'objets. Ils les rêvent.
comme Johannes. Il les consomme comme Don Giovanni, mais ne les voit pas. Ils parcourent le monde, mais restent en réalité enfermés en eux-mêmes. Ça, c'est déjà une réflexion qu'on avait pu mener, souvenez-vous, avec Renaud Barbaras, quand on avait cherché à montrer que la totalité que vise le désir, c'est pas la totalité additive et cumulative de Don Juan, qui finalement n'a affaire qu'à lui-même, qui ne déploie pas les mondes qu'il rencontre, voyez, qui totalise comme ça des objets de manière quantitative, mais ne déploie pas la profondeur justement des individus et des mondes qu'il rencontre. Quand vous rencontrez les autres, pour Kierkegaard, vous entrez dans le réel. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Et justement, tous ces personnages ne rencontrent pas les autres et donc ne rencontrent pas le réel. Deuxièmement, ce qui caractérise ce stade esthétique, la grande limite de ce stade esthétique et de la manière dont est vécu le désir au stade esthétique, c'est l'absence de durée et de temporalité. Non seulement ces êtres n'entrent pas dans la réalité, mais ils peinent à s'inscrire dans la temporalité. En effet, ce désir virevoltant fait de ces êtres des individus changeants qui ne parviennent pas à maintenir leur existence dans une seule et même direction. Ils n'ont pas d'histoire, ils ne vieillissent pas, ils ne mûrissent pas. Les histoires de Don Giovanni sont des histoires sans lendemain. Et donc, il vit dans l'instant et non pas dans le présent. Le présent a une forme d'épaisseur. Le présent, comme le dit très bien saint Augustin, est constitué finalement du passé et donc est installé sur la richesse de l'expérience qui le nourrit et se projette vers l'avenir. L'instant est sans mémoire et sans anticipation, sans projet. Et donc, les instants se succèdent sans histoire, et c'est un peu, aujourd'hui, si on veut faire le parallèle, la manière dont on peut vivre l'amour sur Tinder. Sur Tinder, on réduit l'amour à sa péripétie la plus simple. On fait l'amour sans y croire, on choisit l'amour sans l'histoire d'amour. Bon. Sociologiquement, on pourrait voir que c'est plus compliqué. C'est ce que Eva Illouz montrerait dans son dernier texte intitulé La fin de l'amour. Elle montre que choisir l'amour sans l'histoire d'amour, c'est souvent une posture très masculine et c'est pas encore véritablement une posture féminine. Bon, je ferme la parenthèse. J'espère à un moment donné pouvoir vous parler d'Eva Illouz et de son approche de la différence sexuelle. Mais donc, Chérubin, Don Giovanni, Johannes, autant d'existences fragmentées dans lesquelles rien ne dure et dans lesquelles la temporalité s'annule elle-même. C'est une femme, puis une femme, puis une femme, puis une femme. On peut lire, page 93. Don Juan peut toujours recommencer sa vie. Sa vie est en effet une somme de moments éparses et sans aucune connexion. Elle est comme moment, une somme de moments, et comme somme de moments, un moment. Voilà. Sa vie n'est finalement qu'un moment. La troisième grande limite du stade esthétique, c'est que le stade esthétique est marqué non pas seulement par l'absence de réalité, l'absence de temporalité, mais par l'absence de singularité. C'est le stade de la plus grande impersonnalité. Si la subjectivité esthétique est inconsistante, cela tient au fait que vivre le désir de manière brute et immédiate empêche toute formation de la personnalité. Don Giovanni n'est pas encore quelqu'un.
Ce n'est, remarque Kierkegaard, même pas un personnage. D'ailleurs, Kierkegaard remarque qu'au tout début de l'opéra, il n'apparaît pas. On entend un grondement musical qui symbolise le grondement des forces du désir. Deux personnages apparaissent, Leporello et Elvire. On parle de lui, mais il ne parle pas à la première personne. D'ailleurs, cet opéra, remarque Kierkegaard, n'est même pas structuré comme un véritable récit ou un drame. L'action en est très embrouillée et instable, et elle ne parvient pas à réellement dessiner une trajectoire cohérente. Pour lui, la fin est très artificielle, ce commandeur surgit un peu de nulle part, remet de l'ordre dans tout ça, tout le monde, donc Don Giovanni est englouti dans les flammes de l'enfer, et puis tout le monde se réconcilie. Bon, pour lui, cela est parfaitement artificiel, et cela montre que finalement, l'intrigue n'a pas de réelle importance. Et que ce personnage, d'ailleurs, de Don Giovanni, qui disparaît dans les flammes, est consumé par son propre désir. Ce que veut montrer Kierkegaard, en montrant que voilà, Don Giovanni ne parle pas à la première personne, qu'il n'y a pas réellement d'intrigue, c'est que Don Giovanni, finalement, n'est qu'une force brute, anonyme. Il n'est pas un personnage. Il est traversé par une énergie qui le dépasse et qui le dépossède de lui-même. Cette puissance du désir reste infra-subjective, même infra-rationnelle. C'est un flux sans aucune consistance. Et donc seule la musique pouvait rendre la nature de ce flux. Chez Johannes le séducteur, c'est pas un flux d'énergie, c'est un flux de signes, d'agencement dont Johannes n'est pas réellement l'auteur, puisque justement il subit des intrigues qu'il répète. Et donc, on peut faire ici un lien avec ce que nous ont dit Spinoza ou Deleuze. Le désir tel qu'il est vécu par l'esthéticien, c'est un ensemble de flux, de forces, qui déterminent l'individu sans que ce dernier puisse vraiment se les approprier. Le désir, au stade esthétique, n'est absolument pas le mouvement subjectif qui relie un sujet à un objet. Ce désir, montre Kierkegaard, défait tout autant le plan de l'objet, puisque souvenez-vous ce qu'on a dit précédemment, on aime toujours dans un ensemble, on aime de manière métonymique, on n'aime pas cette femme, on aime les femmes à travers elles. Et donc ce désir, comme chez Johannes, se perd dans un renvoi incessant de signes, donc vous voyez, dans des agencements sémantiques qui n'émanent pas du sujet. Donc vous voyez, j'aime pas cette femme, j'aime cette situation avec elle qui me rappelle ceci. Vous voyez, donc je désire toujours dans un agencement, dans un ensemble. Donc le désir défait le plan de l'objet, mais défait aussi le plan du sujet, qui se trouve dépossédé de toute forme d'initiative. En effet, le sujet n'est pas l'auteur de ces flux, de ces forces, de ces signes qui le traversent. Si je reviens à Johannes, il s'inscrit dans un récit, il prend des pauses qui l'imitent, il vit une vie d'emprunt. Donc ces personnages sont bien le point zéro de la subjectivité. Et donc le pur désir, pour Kierkegaard, c'est le point zéro de la subjectivité. C'est le désir tel que Deleuze l'a pensé. Et effectivement, Don Giovanni est une variété irrécupérable de mouvements, de flux temporels sans consistance, d'énergie qui revient éternellement, toujours prête à se dépenser. Je lis ce qu'écrit Kierkegaard dans des termes très spinozistes. La musique ne présente pas Don Juan comme personne ou individu, mais comme puissance. Don Juan n'est pas un individu. Don Giovanni n'est pas un individu. Donc la subjectivité du stade esthétique reste totalement évanescente. Le désir est vécu comme pur désir et il compromet notre capacité à être nous-mêmes.
Cette vie esthétique qui est caractérisée par l'immédiateté, l'absence de détermination, l'évanescence du désir, est une impasse. À ce stade, on n'existe pas encore véritablement soi-même, puisque exister, ça ne peut pas être adhérer spontanément aux données sensibles comme Chérubin ou Don Giovanni. Exister suppose un acte, un effort, peut-être une souffrance, peut-être une épreuve. Et c'est cela que ces personnages ne saisissent pas. Ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas être immédiatement soi-même, aussi se condamnent-ils à une sorte de fuite perpétuelle. Donc, on arrive à la fin de ce stade esthétique, on voit qu'il va entrer en crise. Et les individus vont sombrer dans une forme de mélancolie en réalisant leur propre vacuité. Et cheminer vers soi, devenir soi, suppose de dépasser cette contradiction. Mais pour Kierkegaard, attention, nous sommes au départ tous des chérubins, des Don Giovanni, des Johannes. Et j'ai voulu vous montrer que spontanément, nous sommes dans le possible, nous sommes dans l'idéal, nous vivons le désir à partir d'intrigues et de récits que nous continuons. Et donc, quand bien même nous deviendrons dans le stade suivant sujet, il y aura toujours en nous ce désir dont il faudra faire quelque chose. On ne dira jamais au revoir au désir, on ne dira jamais au revoir au Don Giovanni qui s'éveille en chacun de nous. Et ce que Kierkegaard va proposer, ce n'est pas de condamner le désir, c'est de le transfigurer. Et ce sera l'objet du stade éthique. Voilà. Que peut-on faire de ce désir? Comment, au sein de ce désir qui nous irréalise, qui irréalise l'autre, qui nous éloigne de la réalité, qui nous fait perdre toute forme de consistance, temporelle ou subjective, comment devenir soi? Comment s'incarner?